Un jour, on appellera CA l'époque de Trump. CA est plus dynamique, plus intense et plus passionnant que n'importe quelle autre période que j'ai vécue. Je pensais que rien ne pourrait égaler le fait de quitter l'Union soviétique pour le monde ouvert, pour la liberté, et en plus parmi les Juifs en Israël. Mais ce qui se passe en ce moment semble surpasser tout ce qui s'est passé auparavant dans ma vie. Mesdames et messieurs, il semblait que l'Amérique glissait déjà dans cette même fausse d'aisance dont beaucoup d'entre nous avaient réussi à s'échapper. Tout portait à croire que c'était la fin. On espérait seulement que cela suffirait pour notre génération. Et puis, eh bien, les enfants, les petits-enfants, si quelque chose leur plaît, qu'ils vivent comme ils veulent. Si quelque chose ne leur plaît pas, eh bien, en gros, après moi, le déluge. Ce qui m'a frappé, c'est que les médias de gauche ont commencé à dire que Trump, comme un ancien César romain, ce mot a d'ailleurs été introduit par Cable News Network, sauve la civilisation du marxisme culturel. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est eux. Et dans les publications et sur Internet plus à droite, on le compare plutôt à Saint-Georges qui combat le dragon socialiste ou le dragon du socialisme, comme vous voulez. Aujourd'hui, nous allons parler des secousses souterraines déjà perceptibles. Commençons par la Russie, parlons des bouleversements tectoniques au Kremlin, des deux voies possibles pour l'évolution des événements dans l'empire de Novorossia. Nous parlerons des conclusions surprenantes des sondages auprès de la population américaine, de l'avènement, comme ils l'écrivent, d'un nouveau siècle conservateur en Europe et dans le monde, de la destruction du globalisme. Il n'est pas encore là, mais on voit déjà des fissures. À propos de la fuite massive de plus d'1 million de démocrates de leur parti, mais sans doute, la principale nouvelle, c'est que les États-Unis ont arrêté les livraisons d'armes à l'Ukraine. Eh bien, et 60 jours de cessez-le-feu à Gaza, ce sont les deux choses principales. Parlons d'un événement extraordinaire, l'arrêt des livraisons d'armes à l'Ukraine. Mais commençons tout de même sans doute par la situation en Russie. Il y a un certain lien entre les deux, ou plutôt, cela a coïncidé avec divers rapports que reçoit notre gouvernement. En Russie, la situation empire. Qu'est-ce que cela signifie, empirer? Cela se voit d'ailleurs aussi bien dans l'économie que dans l'état psychologique de la société et dans les revenus provenant des exportations. Même l'extraction des ressources naturelles a diminué. Tout s'effondre. Bien que, pour l'instant, les autorités puissent encore le dissimuler. Comme si, pour ainsi dire, sous une telle toile de mensonges. Les services de renseignement sont au courant, mais le peuple ne l'a pas encore ressenti. L'économie de la Russie est dans une situation si difficile que Poutine, un homme qui n'admet jamais la défaite, a dû aller à la télévision d'État et admettre ouvertement que son économie est en profonde crise. Maintenant, concernant les dépenses elles-mêmes, 6,3%, est-ce beaucoup ou peu? 6,3% du produit intérieur brut de la Russie pour les besoins de la défense, cela représente 13,5 trillions de roubles. Autrement dit, dans le trou noir appelé guerre en Ukraine, 172 milliards de dollars américains disparaissent chaque année. Longtemps, le gouvernement russe annonçait des statistiques en de croissance, mais la réalité sur le terrain était tout autre. Les revenus du pétrole ont chuté de plus d'1 trillion de roubles. L'inflation a fait grimper les prix des denrées alimentaires de 90% et le manque de main-d'œuvre paralyse des secteurs entiers. La nourriture, les aliments sont devenus 90% plus chers. Messieurs, c'est 2 fois plus cher. C'est 2 fois plus cher d'aller à l'épicerie. Ce n'est pas une blague pour les habitants d'Orel, de Vorkuta et de beaucoup d'autres endroits moins chanceux.
Ce n'est pas simplement un petit problème. Ce que nous observons, c'est l'effondrement économique d'un pays en temps réel, qui autrefois semblait inarrêtable. Cette vidéo révèle la vérité sur les mensonges économiques russes, les coûts cachés de la guerre et l'effondrement de son empire pétrolier. Plongeons-nous dans le sujet. Les gros titres du Kremlin peuvent vous dire que l'économie russe a augmenté de 4,3% en 2024. Cela paraît impressionnant au premier abord. Le gouvernement aime mettre en avant ce chiffre, affirmant qu'il a dépassé des pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni. Ils affirmeront que c'est la preuve de l'efficacité de leur politique, que la Russie tient bon malgré toutes les difficultés. Mais toutes ces statistiques sont truquées et la croissance n'est pas ce qu'elle paraît. Elle ne provient pas de nouvelles usines, d'entreprises prospères ou d'une classe moyenne florissante. La raison principale est les dépenses militaires. Le Kremlin investit dans l'armement et les salaires des soldats, négligeant l'avenir. La Russie produit ce qui part au front et ne revient pas, ce qui disparaît immédiatement à la guerre, ce qui n'apporte aucune prospérité au peuple. Les chiffres sont là, mais la prospérité n'y est pas. Les dépenses de défense ont même augmenté de 70% l'année dernière, engloutissant un tiers du budget national. Ce type de croissance ne crée pas une économie saine. C'est comme investir tout dans une seule action en espérant qu'elle ne s'effondre jamais. Quand la guerre ralentit ou que l'argent vient à manquer, que se passe-t-il alors? Tout commence à vaciller et c'est déjà en cours. Regardez les secteurs civils, les parties de l'économie qui soutiennent le pays au quotidien. Des secteurs comme la construction, le commerce de détail et la production survivent à peine. Les ventes au détail ont chuté en 2024, ce qui signifie que les gens achètent moins de vêtements, d'appareils électroménagers et d'autres biens. La construction a aussi baissé, avec une chute de 10% des nouveaux projets de logement. C'est parce que les taux d'intérêt élevés rendent l'hypothèque inabordable. Les usines qui fabriquent dans le lieu des meubles ou des produits emballés fonctionnent à une capacité réduite, certaines à seulement 60% de ce qu'elles pourraient produire. Les magasins vendent moins, de nouveaux bâtiments sont construits plus lentement et les usines produisent moins. Pourquoi le gouvernement se concentre-t-il sur la machine militaire plutôt que d'aider la croissance des entreprises ordinaires ? Et Biden a réussi à entraîner la Russie dans une guerre qu'elle ne peut pas gagner, mais qu'elle ne peut pas non plus perdre. Alors, des foules indignées renverseront les incapables du Kremlin dans une révolte sanglante. La Russie est maintenant comme Gaza, comme l'Iran et le Yémen, des foules enragées et haineuses. Le taux de croissance est de 4,3%, c'est comme une pomme brillante pourrie à l'intérieur. Abordons maintenant l'inflation qui est à l'origine de tout. Elle touche durement les gens ordinaires. En mars, l'inflation était d'environ 10% en baisse par rapport au taux impressionnant de 12,9% à la fin de l'année dernière. Mais c'est encore beaucoup trop élevé. Les gens payent donc plus pour moins, et leurs économies ou revenus fixes ne suivent pas la hausse. Pour freiner l'inflation, la Banque centrale de Russie a relevé les taux d'intérêt à un niveau stupéfiant de 21%. Les taux d'intérêt actuels, parmi les plus élevés au monde, freinent l'économie comme si on appuyait sur les freins. Les entreprises, particulièrement les petits magasins, cafés et start-up, ne peuvent pas emprunter d'argent pour se développer ou maintenir leur activité, ce qui les impacte fortement. De nombreuses entreprises ferment car elles ne peuvent pas obtenir de crédit. Les gens ordinaires ne peuvent pas emprunter pour acheter un véhicule ou un logement. Le secteur immobilier souffre beaucoup parce que les gens ne peuvent plus se permettre de prendre un crédit immobilier. Les ventes de maisons neuves chutent et les promoteurs se retrouvent avec des biens invendus. Quand les entreprises ne peuvent pas croître ou licencier du personnel, l'économie entière en souffre. La Banque centrale tente d'éteindre un incendie, mais ce faisant, elle en déclenche un autre. De plus, la pénurie de main-d'œuvre empoisonne lentement l'économie russe. Il manque actuellement environ 2,6 millions de travailleurs dans le pays, ce qui est considérable. C'est comme si toute une ville manquait dans la main-d'œuvre. Pourquoi cela se produit-il ? La raison principale, c'est la guerre en Ukraine. Des centaines de milliers d'hommes ont été envoyés au front, et beaucoup ne reviendront pas. D'autres ont quitté le pays pour éviter la conscription, en particulier les jeunes travailleurs qualifiés dans des domaines comme la technologie et la finance. En 2022, environ 750 000 personnes ont quitté le pays et le flux continue. Les Russes fuient, certains vont en Chine, d'autres en Géorgie, en Turquie ou en Europe. Ceux qui ont eu de la chance, ceux qui sont allés encore plus loin, ont réussi à atteindre l'Amérique n'importe où du moment qu'ils n'allaient pas dans l'armée.
Et beaucoup de ceux qui sont dans l'armée ne rentreront pas chez eux ou reviendront invalides. Les sanctions sont un autre énorme fardeau qui tire la Russie vers le bas. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine en 2022, l'Occident a répondu par des sanctions sévères. Ils ont gelé les comptes de la CNE bancaire, interdit l'importation de technologies et réduit les ventes de pétrole. Au début, la Russie a contourné les sanctions en vendant du pétrole à la Chine et à l'Inde, mais les dégâts sont maintenant évidents. Les revenus pétroliers, qui représentent 40% de l'économie russe, ont diminué de 35% en mai 2025 par rapport à l'année précédente. Ce sont des milliards de dollars, de l'argent qui servait auparavant à financer les écoles, les routes et l'armée. L'Union européenne interdit le charbon et limite le prix du pétrole à 60 $ baril, privant le gouvernement de ressources. Les sanctions techniques sont tout aussi graves. Les usines automobiles manquent de pièces, entraînant l'arrêt des lignes de production. Les concessions automobiles, auparavant avec des parkings pleins, sont désormais vides. Ces sanctions ressemblent à un lent étranglement, resserrant chaque jour un peu plus l'économie russe. Le pays peine de plus en plus à surmonter ces difficultés, rendant l'effondrement inévitable. Abordons à présent la dette russe qui ne cesse de s'accroître, autre signe de la fragilité grandissante de la situation. Le gouvernement russe essaie encore de convaincre ses citoyens ainsi que le reste du monde que tout va bien chez eux. Pour eux, personnellement, tout va parfaitement bien, mais pour les autres, ce n'est pas le cas. Depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, le ministère des Finances de Russie imprime des dettes en émettant des obligations fédérales pour un montant de 128 milliards de dollars afin de maintenir le fonctionnement du gouvernement. C'est un chiffre énorme, surtout si l'on considère que 32 milliards ont été ajoutés rien qu'à partir de janvier 2025. Pour illustrer cela, toute l'économie de la Russie en 2024 valait 2240 milliards de dollars, soit un peu moins que l'économie de New York qui s'élevait à 2300 milliards. Accumuler autant de dettes en si peu de temps, c'est comme utiliser sa carte de crédit à fond pour financer une guerre qui épuise déjà la banque. Vu les sanctions, emprunter une telle somme est risqué. Ces prêts aident à couvrir les dépenses actuelles, mais comment seront-ils remboursés à l'avenir ? La Russie parie sur l'avenir, un pari qu'elle pourrait ne pas pouvoir se permettre. Malgré les sanctions, on pourrait croire que la Russie a encore du pétrole, n'est-ce pas ? Cela devrait permettre au pays de rester à flot. Mais cette hypothèse est totalement fausse. Le pétrole, soutien économique de la Russie depuis des décennies, perd rapidement de son efficacité. En 2025, le pétrole et le gaz représentent encore environ 40% du produit intérieur brut de la Russie et plus d'un tiers du budget fédéral. Mais les chiffres s'effondrent. Le prix du pétrole UR, ALS principal, mélange d'exportation russe, a chuté à environ 56 $ le baril cette année, son plus bas niveau depuis le début de la pandémie. C'est bien en dessous des 69 $ par baril que le Kremlin utilisait pour équilibrer le budget. Les conséquences sont sévères. Au premier trimestre de l'année 2025, le bénéfice net de Rosneft a chuté de 57% et la production de pétrole a atteint son niveau le plus bas depuis 9 ans. Même lorsque la Russie essaie de se détourner de l'Europe et de réorienter ses exportations vers des pays comme l'Inde et la Chine, elle est obligée de vendre avec d'importantes remises. Souvent, elle est vendue à plus de 20 $ en dessous des références mondiales, juste pour rester compétitive. Et il ne s'agit pas seulement des prix. L'infrastructure pétrolière de la Russie est sous pression, les raffineries tout vieillissent, l'importation d'équipements est limitée et ces soi-disant flottes fantômes de pétroliers utilisées pour contourner les sanctions diminuent à mesure que les contrôles se renforcent. En mai 2025, les revenus du pétrole maritime ont chuté de 8% par rapport au mois précédent, bien que les volumes d'exportation soient restés presque inchangés. Ce n'est pas la première fois que le pari pétrolier de la Russie échoue. En 2008, une chute similaire des prix a choqué l'économie, mais aujourd'hui, les enjeux sont encore plus élevés. La guerre en Ukraine a fait exploser les dépenses militaires et le gouvernement perd de l'argent. Lorsque les revenus pétroliers diminuent, le Kremlin est obligé de puiser dans son fonds souverain qui est déjà en train de se réduire ou de diminuer les dépenses ailleurs. Les revenus du pétrole et du gaz ne suffisent pas, il n'y a pas d'autres sources de revenus en Russie. Les ventes d'armes se sont arrêtées après les échecs en Ukraine et la défaite totale, ainsi que la honte en Iran. L'Inde quitte la clientèle russe et avec elle, toute une série de voisins qui ont compris que les armes russes ne peuvent pas arrêter les armes américaines, israéliennes, françaises ou iraniennes. Le ciel est resté ouvert, malgré les dizaines de milliards de dollars que l'on a payés à la Russie pour la défense anti-aérienne. Mais la crise ne concerne pas seulement les sanctions. Mais la crise est liée non seulement aux sanctions à cause de la guerre,
L'économie russe souffre d'une dépendance excessive au pétrole et au gaz, un problème fondamental. Environ 40% de son produit intérieur brut et 60% de ses exportations proviennent du secteur énergétique. C'est comme miser tout votre avenir sur une unique industrie, non ? Quand le pétrole était cher dans les années 2000, l'économie russe se portait très bien. De nouveaux appartements sont construits, les gens achètent des voitures et le gouvernement augmente les salaires. Mais quand les prix chutent, comme en 2025, tout le système s'effondre. Un autre problème majeur est la structure de l'économie russe, fortement contrôlée par l'État qui dirige tout, des banques aux compagnies pétrolières. Cette structure entrave la prospérité des entreprises privées. Les entrepreneurs font face à une bureaucratie interminable, à la corruption et au risque permanent d'ingérence de l'État. Les entreprises privées sont confrontées aux impôts, pots de vin et à la menace d'une saisie par l'État. Cette structure étouffe l'innovation et empêche les entrepreneurs de prospérer, car ils doivent constamment se méfier. Ainsi, l'économie russe manque de diversité et de flexibilité pour s'adapter aux défis. Comparez cela à un pays comme la Corée du Sud, où des géants technologiques comme Samsung stimulent l'innovation et la croissance. Il n'y a pas d'équivalent en Russie car le système réprime tous ceux qui essaient de penser différemment. Des pays comme la Norvège dépendent aussi du pétrole, mais ils ont diversifié leurs économies avec la navigation maritime ou les énergies renouvelables. La Russie ne l'a jamais fait et en paie maintenant le prix. En parlant de mauvaise structure et de contrôle étatique, la Russie est excessivement corrompue. En réalité, la corruption est telle une fuite dans le moteur économique russe, détournant des fonds qui auraient pu servir à la rénovation des écoles, hôpitaux ou routes. Et ce ne sont pas seulement quelques mauvaises personnes, c'est un système où les pots de vin et les dessous de table font partie intégrante des affaires. Pour ouvrir un petit magasin ou obtenir un permis de construire, les propriétaires doivent souvent soudoyer les fonctionnaires. Ces pots de vin peuvent atteindre 10% ou plus des profits de l'entreprise, un montant qui aurait pu être utilisé pour recruter du personnel ou acquérir de l'équipement. Les grandes entreprises, notamment pétrolières et gazières, sont encore plus touchées. Les fonctionnaires de l'État exigent souvent une part des grosses transactions et ces coûts sont répercutés sur les consommateurs par une augmentation des prix. L'année dernière, cela a placé la Russie parmi les plus corrompus pays avec une note de 26 sur 100. C'était bien pire que beaucoup de ses voisins. La corruption décourage les investisseurs étrangers, qui refusent de s'impliquer dans des transactions opaques ou des saisies gouvernementales inattendues. En 2018, elle a quitté la Russie après de longues années de lutte contre la corruption des fonctionnaires. Et de telles histoires ne sont pas rares. Même les entreprises russes rencontrent des difficultés car les petites sociétés consacrent jusqu'à 20% de leur temps à des contrôles et à des procédures bureaucratiques. C'est souvent juste un prétexte pour obtenir des pots de vin. Pendant ce temps, l'argent détourné se retrouve entre les mains de quelques élites qui achètent des villas à l'étranger ou cachent leur argent sur des comptes offshore. En 2024, une fuite d'informations a révélé que 15 milliards de dollars de fonds suspects quittèrent la Russie. Cela suffit pour financer les soins de santé de millions de gens. Cette avidité creuse le fossé entre les riches et les pauvres, laissant les Russes ordinaires faire face à une infrastructure en ruine et à la hausse des prix. C'est un cercle vicieux qui freine le développement économique. Ceux qui pourraient changer les choses profitent du statu quo. En Russie, il n'est pas rentable de construire une route solide et de qualité. Comment obtenir de l'argent pour la réparer 2 années de suite si rien n'est cassé? Voilà, tu construis quelque chose qui ne casse jamais. Et alors? En fait, faire du bon travail et quelque chose de fiable signifie ne pas obtenir de contrat d'État. Parce que les fonctionnaires veulent toujours leur pot de vin. Et où les trouver si on construit bien, répare bien, sème bien, coûte bien, et en général, si on fait tout selon les règles? Le secteur technologique est un autre exemple parfait d'une économie russe mal structurée. La Russie avait autrefois une industrie technologique prometteuse avec des entreprises comme Yandex et Mail.ru, concurrentielles à l'échelle mondiale. Mais depuis 2022, ce secteur a été gravement affaibli. Les sanctions ont coupé l'accès aux logiciels, services Kirin Cloud et matériels occidentaux comme les microprocesseurs. Cela complique la création ou la maintenance de produits technologiques. Simultanément, des milliers de programmeurs et ingénieurs qualifiés ont émigré. Avant 2022, la Russie perdait des talents. 100 000 informaticiens sont partis et en 2022, ils ont déménagé dans des pays comme l'Estonie ou l'Arménie. La main-d'œuvre technique a diminué de 20% et les entreprises peinent à combler les lacunes. Ces personnes auraient pu créer la prochaine grande application ou start-up, mais elles travaillent désormais ailleurs, notamment en Israël. La fuite des cerveaux en Russie saigne son avenir et devient rapidement l'un des plus grands casse-têtes du pays. Au début, les familles juives partaient en portant les futurs scientifiques
chercheurs et créateurs. Ensuite, ceux qui, dans les années 90 tumultueuses, ont été déçus par tout sont partis. Puis, ce sont ceux qui ne connaissaient déjà plus l'Union soviétique qui sont partis. Mais ils voyaient que là-bas, quelque part en Europe, en Amérique, en Asie, au Moyen-Orient, c'était mieux qu'à la maison. Et puis ceux qui ne voulaient pas être pris dans la machine à broyer ukrainienne ont commencé à fuir. L'économie russe paie le prix de nombreuses années de mauvaises décisions. Et cette facture doit maintenant être réglée. Ces problèmes s'accumulent, avec des répercussions à l'intérieur et à l'extérieur de la Russie. La pression économique complique la vie de millions de Russes, environ 21 millions de personnes, soit environ 1 sur 7, vivent en dessous du seuil de pauvreté. L'insistance du gouvernement sur la guerre n'aide pas. En 2025, un stupéfiant 41% du budget fédéral est dédié à la défense et de la sécurité. C'est une somme colossale qui permettrait de bâtir des milliards d'écoles ou d'hôpitaux. Les dépenses militaires explosent et il ne s'agit pas seulement des armes. Au lieu de cela, les fonds sont alloués aux missiles, bases militaires et primes d'engagement pour les nouvelles recrues. Cette guerre en Ukraine, qui dure déjà depuis 3 ans, épuise les ressources alors que l'économie est déjà à genoux. Vous pensez sûrement qu'à ce stade, la Russie devrait partir et stopper la guerre, non? Eh bien, voici le retournement de situation. L'économie de la Russie est désormais tellement liée à la guerre que l'arrêter pourrait causer encore plus de dégâts. La guerre est devenue une bouée de sauvetage pour certaines parties du pays. Les usines de défense dans des endroits comme Toula produisent des armes, fournissant du travail à 1 200 000 personnes, soit 10% de la main-d'œuvre russe en 2025. Les ventes de missiles à des pays comme l'Iran ont rapporté 14 milliards de dollars l'an dernier aux exportateurs d'armes, un rare point positif dans une économie en déclin. Sans la guerre, ces emplois et ces contrats pourraient disparaître, plongeant les villes dans la tourmente. Le Kremlin le sait et s'efforce donc de poursuivre les hostilités, comptant sur les dépenses d'équipements militaires bientôt pour maintenir le statu quo. C'est comme un joueur qui double sa mise avec une mauvaise main en espérant un miracle. Bien sûr, cela a un prix. Et maintenant, quand Israël et les États-Unis ont bombardé la défense aérienne fournie par la Russie, quand les avions, missiles et radars russes se sont révélés incapables d'arrêter les raids aériens, l'industrie militaire russe va vraiment mal tourner. La Russie va attiser de toutes ses forces le feu de la guerre au Moyen-Orient, mais il ne leur reste plus beaucoup de force ni d'arguments. C'est pourquoi les lois contre la dissidence se durcissent à l'intérieur du pays. Ça fonctionne toujours comme ça. Un gouvernement assiégé peut renforcer son contrôle en réprimant les dissidents, afin de rester au pouvoir. En 2024, la Russie a adopté des lois restreignant la liberté d'expression et emprisonnant les manifestants. La crise économique en Russie ne concerne pas seulement le présent, elle façonne aussi l'avenir. Alors, tournons-nous vers l'avenir et voyons ce qui pourrait arriver. La Russie pourra-t-elle sortir de ce gouffre ou l'attend une crise encore plus grave? Le risque immédiat est une récession totale due à l'énorme déficit de la Russie. Les revenus pétroliers et gaziers, qui alimentaient auparavant les caisses de l'État, ont baissé de 35% en 1 an. Les impôts rapportent moins car les entreprises et les consommateurs dépensent moins. Si ces tendances persistent, la Russie pourrait faire face à des difficultés d'ici 2026, la récession sera sévère. Les banques internationales n'ont pas de relation avec la Russie, et les crédits internes peuvent avoir des taux d'intérêt très élevés, 21% ou plus. Imprimer de l'argent est une autre option, mais cela entraînera de l'inflation, déjà à 9,9%. Une inflation plus élevée entraînera une hausse des prix des produits alimentaires et des services publics, affectant durement les Russes. La réduction des dépenses semble être l'étape la plus probable, mais avec 40 et 1% du budget alloué à la défense, le gouvernement a peu de marge de manœuvre. Réduire les dépenses militaires pourrait affaiblir l'effort de guerre, ce qui est inacceptable pour le Kremlin. Ainsi, la baisse du budget impactera probablement les programmes sociaux ou la santé, déjà à la limite. La récession révélera la fragilité de l'économie russe, dissipant l'illusion de croissance et affaiblissant la position mondiale de la Russie. Une économie affaiblie réduit les fonds disponibles pour les opérations militaires et l'aide étrangère utilisées par la Russie pour affirmer son influence en Syrie ou en Afrique. Cela pourrait aussi accroître la dépendance de la Russie envers la Chine, qui comble déjà le vide du commerce occidental, mais c'est risqué. Le soutien de la Chine est assorti de certaines conditions, comme l'accès aux ressources russes ou aux bases militaires. La récession pourrait piéger la Russie dans un cycle de dette et de dépendance, limitant son indépendance sur la scène internationale. Une autre possibilité est la stagnation où l'économie ne s'effondre pas mais ne croît pas non plus de manière significative.
C'est ce qui est arrivé à l'Union soviétique dans les années 1970 et 1980, lorsqu'elle est restée coincée dans une ornière de faible croissance et de baisse du niveau de vie. La Russie en montre déjà des signes. Les investissements dans les secteurs non militaires, comme la technologie ou la santé, ont diminué de 4% par rapport à l'année dernière. Sans nouvelles usines, laboratoires et start-up, l'économie ne peut ni se développer ni être compétitive, comme conduire avec un réservoir presque vide. On peut continuer ainsi un moment, mais on n'ira pas loin. La Russie est restée bloquée dans les industries traditionnelles comme le pétrole et les mines pendant que le monde progresse. La stagnation signifierait un lent déclin pour la Russie. La Russie, au tournant du siècle, il y a 25 ans, avait déjà un retard d'un demi-siècle et aujourd'hui elle a un siècle de retard. La Russie s'est principalement développée grâce à ses ressources naturelles et à la science héritée de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Cela a permis à la Russie de subsister pendant tout le règne de Poutine, de la fin des années 90 jusqu'au début de la guerre en Ukraine. La Russie stagne, tandis que l'Europe, l'Asie, l'Amérique, surtout l'Asie d'ailleurs, et l'Amérique, avancent rapidement vers d'autres technologies, vers un avenir plus productif. La classe dirigeante de la Russie ne peut continuer à mener une vie riche qu'en transformant la population du pays en esclaves. Beaucoup de travail, peu de récompenses. Mais les esclaves sont de mauvais producteurs, c'est pourquoi le monde a renoncé à l'esclavage. Et la Russie avance à grands pas dans cette direction. En réalité, le pays a toujours eu deux méthodes pour communiquer avec le peuple. L'une s'appelait le Barchtina, l'autre s'appelait le Obrok. La Russie pourrait changer la situation grâce à des réformes, mais c'est un chemin difficile. L'économie stagne car le gouvernement contrôle excessivement des compagnies pétrolières aux banques, ce qui profite à une élite restreinte. Desserrer les taux aiderait. Par exemple, alléger les taxes élevées ou les contrôles interminables des petites entreprises leur permettrait de croître. Cela créerait des emplois pour les jeunes Russes qui pourraient en sinon partir. Au début des années 2000, la Russie a mis en place des allègements fiscaux pour les startups technologiques, aidant des entreprises comme Yandex à décoller et à créer des milliers d'emplois. Ces petits pas ont montré ce qui est possible lorsque le gouvernement desserre son emprise. La Russie pourrait investir dans de nouveaux secteurs comme l'énergie verte ou la fabrication de pointe pour réduire sa dépendance au pétrole. Des centrales solaires ou des usines de fabrication de batteries pourraient créer des emplois et empêcher les ingénieurs talentueux de partir s'installer dans des pays comme l'Estonie. Augmenter le financement des écoles permettrait de former les enfants au métier de la technologie ou de la science, plutôt que de les laisser dans un système centré sur le pétrole. Cependant, les réformes menacent les élites dirigeant les entreprises publiques et profitant d'affaires douteuses. Ces initiés, des patrons pétroliers aux fonctionnaires d'État, n'ont guère de raison de changer les choses en 2016. La privatisation de certaines entreprises pavillons au public a échoué en raison de l'opposition de groupes influents voulant garder le contrôle. De plus, la guerre en Ukraine maintient la Russie en confrontation avec l'Occident, éloignant les investisseurs étrangers et leurs apports financiers et technologiques. Même si la guerre se termine, les sanctions ne seront pas levées immédiatement. Néanmoins, la douleur économique pourrait forcer à faire de petits changements. Si les prix continuent d'augmenter et que les gens continuent de se fâcher. Le Kremlin envisage des allègements fiscaux et des programmes de formation pour apaiser la situation sans pour autant résoudre tous les problèmes. Les dirigeants russes doivent choisir entre maintenir l'ancien système en déclin ou tenter une nouvelle approche risquée. L'histoire montre qu'ils résisteront, mais la pression populaire pourrait entrouvrir la porte. En conclusion, l'économie russe est en difficulté, malgré les efforts du gouvernement pour prétendre le contraire. Une croissance de 4% en 2024 était un mirage, construite sur des dépenses de militaires qui, en réalité, épuisent le pays. La crise est une leçon, pas seulement des chiffres. La Russie montre à quelle vitesse un géant peut s'effondrer lorsqu'il mise tout sur une seule chose, comme le pétrole, ou s'engage dans des conflits inabordables, comme en Ukraine. C'est un avertissement pour chaque pays. Bâtissez une économie forte et diversifiée, sous peine de vous effondrer sous la pression. Le peuple russe en paie le prix, avec des répercussions mondiales. Et que la Russie s'effondre davantage ou parvienne à se relever, son histoire façonnera l'avenir. Du commerce international aux tensions entre grandes puissances. Cette nation est au bord du gouffre et la suite pourrait tout changer. Merci d'avoir regardé. En d'autres termes, les ressources financières de la Russie sont proches de l'épuisement. Le pétrole, le gaz et l'équipement militaire ne rapportent plus autant qu'avant. La situation pourrait changer si l'on donnait plus de liberté aux entreprises, mais le système corrompu et la gestion centralisée ne permettent aucun changement. L'avenir de la Russie,
c'est soit des émeutes de la faim si le pétrole et le gaz ne se vendent pas, soit plus probablement la transformation du pays en un État de type camp militaire où la population travaille sous la contrainte et où elle est payée avec des tickets de rationnement. La punition pour toute infraction est l'exécution par fusillade. Et l'éternel Poutine leur montre éternellement le chemin en avant, en arrière, peu importe où. Les Chinois fabriqueront Poutine avec les meilleurs matériaux américains et israéliens. Bon, dire que j'ai aimé ça, bien sûr, j'ai un peu exagéré. Mais il y a déjà plusieurs employés, des présentateurs d'émissions, qui disent la vérité. Vous ne comprenez pas ça. Imaginez encore 1 an ou 2 en général. Il y a 1 an, il était impossible que quelqu'un ouvre la bouche et dise quelque chose qui s'est vraiment passé. Rien de tel ne s'y passait. C'est-à-dire que c'est un revirement total. C'est là la source d'une propagande malveillante et ignoble. Examinons le nombre de ceux qui approuvent fortement. Ce ne sont pas simplement des républicains qui aiment Donald Trump, mais des républicains qui l'adorent. Sa cote monte en flèche. Regardez ça. En juillet 2017, le taux d'approbation forte était de 53%, c'est plutôt bien, mais regardez où il en est maintenant. 63% des républicains approuvent fermement le travail que Donald Trump accomplit environ 5 mois après le début de sa présidence. Les républicains aiment Donald Trump tout comme les Américains aiment Disneyland. Au final, 63%, c'est une base énorme, énorme. Et bien sûr, ce n'est qu'une partie de la base républicaine dont environ 90% au total l'approuvent, y compris ceux qui l'approuvent simplement. On parle du fait qu'il y a 4 ans, 54% de ceux qui votent pour les républicains disaient « Trump nous plaît beaucoup ». Et là-bas, la formulation n'est pas tout à fait la même. Nous soutenons vraiment, disons-le ainsi, nous soutenons vraiment drame, crois-moi. Et ils l'ont fait, ils l'ont fait. Et 63%, croyez-moi messieurs, ce sont des chiffres impressionnants. Je ne soutiens pas, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. 63%, c'est époustouflant. Je veux dire, n'importe quel politicien aimerait ça. Eh bien, je veux dire, chaque politicien aimerait voir ce chiffre ici, surtout s'il continue d'augmenter. Et qu'en est-il par rapport aux autres présidents et aux républicains ? Oui, c'est un événement historique. C'est un événement historique. De quoi parlons-nous? Pourquoi ne pas regarder en arrière? Nous avons tous les présidents républicains des 35, 36, 37 dernières années. Regardez Papa Bush, fils Bush et Trump, 45 et 47. Oh! De quoi parlons-nous? Les républicains, qui approuvent fortement? 5 mois après, George Bush Senior, 41%, Bush 43, 59%. Vous voyez Trump lors de son premier mandat à 53, mais regardez ça, 63%. Il dépasse tous les autres républicains sur ce tableau ici. Et j'ai même regardé en arrière depuis l'époque de Reagan. Et voilà, Donald Trump dépasse Ronald Reagan en termes de soutien, fort après 5 mois, bien sûr. Reagan était soutenu suite à l'attentat le visant contre lui. Donc l'essentiel est que Donald Trump entre dans l'histoire avec la base républicaine. Il est plus aimé de cette base républicaine que n'importe quel président républicain après 5 mois de mandat. C'est un événement historique. Peu m'importe si l'histoire est racontée avec des mines renfrognées ou avec enthousiasme, ce qui compte pour moi, c'est qu'on ne me cache pas la réalité et les faits. Alors que Donald Trump bat des records de popularité que même Ronald Reagan n'a jamais atteints, le Parti démocrate est littéralement en train de s'effondrer de l'intérieur. Les démocrates éminents quittent le navire plus vite que vous n'aurez le temps de dire « Rendons l'Amérique grande à nouveau ». Et j'ai la liste complète de ceux qui quittent ce navire en perdition. Ce que vous allez voir va sûrement vous étonner. Nous parlons de chiffres historiques, qu'ils ont eux-mêmes qualifiés de nouvelles sobres pour leur audience démocrate en diminution. Donald Trump a accompli ce qu'aucun président républicain n'a fait dans l'histoire moderne, et cela seulement 5 mois après son entrée en fonction. Cela va certainement vous remonter le moral. Au fait, savez-vous ce qu'est une baguette magique? C'est quand Donald Trump soutient un candidat au Congrès, au poste de gouverneur ou à n'importe quelle autre fonction et qu'il le désigne avec une baguette, un doigt, peu importe, même avec son nez. Donald Trump avait un taux de réussite de 96% pour tous les candidats qu'il soutenait,
96%. En 2022, ce taux de réussite était de 95%. La base républicaine ne fait pas que soutenir Donald Trump, ils sont amoureux de lui, comme l'a dit Gary Anton, tout comme les Américains aiment Disneyland, n'est-ce pas? Et, comme nous l'avons vu, avec la plupart des membres de la Chambre des représentants et des républicains qui ont voté pour la destitution de Donald Trump lors de son premier mandat. Même lorsque Donald Trump soutient des candidats contre des républicains sortants lors des primaires, dans la plupart des cas, le candidat qu'il soutient l'emporte toujours. Donc, Donald Trump détient un pouvoir politique que nous n'avons littéralement jamais vu auparavant au sein du Parti républicain. En ce moment, alors que Donald Trump bat des records, la situation des démocrates est un véritable cauchemar. Notre système a évolué vers un système bipartite. Il y a quelques autres petits partis, mais ils ne jouent aucun rôle significatif. Eh bien, ils peuvent peut-être retirer un certain nombre de voix à tel ou tel candidat, et si la différence est très faible, ils peuvent avoir une certaine influence. Lorsque le parti des Whigs s'est dissous, le parti républicain est apparu. Les opposants à l'esclavage, à la ségrégation, à la centralisation, c'est-à-dire ceux qui voulaient la liberté et le libre marché. Au lieu des Whigs et des démocrates, il y a eu les démocrates et les républicains. Il est peut-être temps pour les démocrates de céder leur place à de nouvelles idées et à de nouvelles personnes. Le Parti démocrate connaît une sorte d'exode massif qui ferait pâlir d'envie le Titanic. Parmi la liste croissante des dirigeants du Parti démocrate qui ont officiellement quitté le parti, vous avez Karine Jean-Pierre, n'est-ce pas? L'ex-porte-parole de la Maison-Blanche pour la diversité, l'égalité et l'inclusion sous Biden a quitté son poste. Son dernier livre, intitulé Une guerre indépendante, ne sera lu par personne. La sénatrice de l'État du Kentucky, Robin Webb, a quitté ses fonctions il y a quelques semaines, comme le montre une vidéo que nous avons réalisée à ce sujet avec Randy Weingarten. La présidente de la Fédération américaine des enseignants a démissionné du Comité national démocrate. Le même Lee Saunders, président de la Fédération américaine des employés d'État, de comtés et municipaux, a également quitté le Comité national démocrate. Le principal démocrate de l'État de Floride, le chef de la minorité au Sénat, Jason Pizzo, leur principal démocrate de l'État. Il vient de changer et est désormais indépendant. Le maire de New York, Eric Adams, a bien sûr officiellement quitté le Parti démocrate, maintenant il est indépendant. En fait, les démocrates new-yorkais viennent d'accueillir un vrai communiste. Mais ce n'est rien, ce n'est que la direction. Voici une histoire énorme dont les médias traditionnels ne vous parleront pas. Plus d'1 million d'électeurs sont passés des démocrates aux républicains au cours de l'année écoulée dans 43 États. 1 million d'électeurs ont quitté le Parti démocrate et sont devenus républicains au cours de l'année écoulée. Les gens, ce ne sont pas seulement des politiciens, ce sont des Américains ordinaires. Les électeurs disent « ça suffit ». Dans 43 États, les démocrates changent massivement d'affiliation. Ils ne quittent pas simplement le Parti démocrate, ils changent de parti, passant des démocrates aux républicains. Et dans les États entièrement démocrates, que se passe-t-il? Auparavant, les républicains n'avaient aucune chance là-bas. Qu'en est-il maintenant? Voici un véritable scénario cauchemardesque pour les démocrates. Leurs plus grands États, la Californie, l'Illinois, New York, diminuent tous, tandis que les États républicains, Les États républicains, littéralement, tous connaissent une croissance démographique. Les États démocrates diminuent, tandis que la population des États républicains augmente rapidement. Si les tendances actuelles se maintiennent, d'ici 2030, les États démocrates pourraient perdre au moins 12 sièges à la Chambre des représentants et des voix au collège électoral au profit des États républicains. Et maintenant, ajoutez à cela qu'en 2026, un nouveau recensement sera effectué avant les élections, c'est-à-dire la question de la population, le recensement de la population, je ne sais pas comment ça s'appelle en russe, le comptage et l'analyse de la population des États-Unis d'Amérique. Si les républicains parviennent à rétablir une question dans ce document, à savoir « Es-tu légal, Vassia, ou n'es-tu pas légal ?» Il s'avérera alors que les citoyens américains votent différemment des sans-papiers
et les républicains obtiendront beaucoup plus de sièges au Congrès. Oui, peut-être même au Sénat d'ailleurs. D'ailleurs, écoutez une statistique intéressante. Regardez ce qui se passe. Le recrutement dans l'armée est tout simplement incroyable en ce moment, parce que les jeunes sont tellement enthousiasmés par la possibilité de servir sous la direction de dirigeants qui honorent la force et ne s'en excusent pas. La politique conservatrice est efficace pour sécuriser les frontières. D'ailleurs, avez-vous entendu les nouvelles pour juin? La frontière, les passages illégaux de la frontière, 0, mai et juin, 2 mois d'affilée sans aucun passage illégal de la frontière. Les politiques de conservatrices fonctionnent pour notre frontière. La croissance économique, les Américains voient les résultats. La guerre culturelle est en train de changer. L'Université de Pennsylvanie est obligée de présenter des excuses officielles à toutes les nageuses qui ont perdu face à la nageuse transgenre Lia Thomas. Ils privent Lia Thomas de toutes ses médailles et présentent des excuses formelles à chaque sportive qui a dû concourir contre Lia Thomas. Et vous verrez cela dans tout le pays, dans tous les collèges qui ont honteusement participé à ce fiasco. On parle du fait que sous Biden, les universités en Amérique ont permis aux hommes de concourir avec les femmes dans le sport féminin. Et dans de nombreux sports, les hommes, naturellement, gagnaient. Tout simplement parce que la nature a créé l'homme ainsi. Là-bas, il y a d'autres hormones, une autre vitesse, d'autres muscles, et ainsi de suite. L'inscription indique que les États-Unis ont arrêté les livraisons d'armes à l'Ukraine. D'accord, très bien. Bien sûr, quelques annonces à faire avant de commencer. D'accord, parfait. Bien sûr, quelques annonces au début. Tammy Brious, représentante, merci à tous de votre présence. Cette semaine, l'administration Trump et le département d'État ont atteint des étapes importantes en favorisant la paix, en renforçant les partenariats des États-Unis et en réorientant l'aide étrangère pour mieux servir les intérêts américains. Le partenariat Quadrilateral Security Dialogue entre les États-Unis, l'Inde, le Japon et l'Australie a tenu une réunion des ministres des Affaires étrangères. Ici, au département d'État à Washington, district de Columbia, ces responsables, représentant 35% du produit intérieur brut mondial total, ont fait avancer un programme ambitieux pour renforcer la sécurité collective et la résilience économique. Le Quatuor a convenu d'élargir la coopération en matière d'application de la loi maritime dans la région Indo-Pacifique, renforçant ainsi son engagement commun envers le respect du droit international et la liberté de navigation. Elles ont aussi initié un projet sur les minéraux essentiels. Le Quadrilateral Security Dialogue est un effort remarquable visant à diversifier et à sécuriser les chaînes d'approvisionnement mondiales dans les secteurs stratégiques, assurant ainsi la résilience de nos économies face aux pressions. J'ai mis cette vidéo en pause pour souligner que les minéraux que les États-Unis prévoyaient soi-disant d'extraire en Ukraine seront désormais extraits en Afrique. Par exemple, le Congo a mis fin à la guerre avec le Rwanda parce que les Américains ont dit « si vous arrêtez la guerre a duré 30 ans, 6 millions de personnes sont mortes. Arrêtez la guerre, nous viendrons et commencerons à développer cette région. » Ils se sont précipités à la Maison-Blanche et ont signé tous les documents nécessaires. Là-bas, donc, contrairement à l'Ukraine et à la Russie, ils ont décidé d'arrêter les guerres pour devenir une partie du monde de Trump, du système mondial de Trump. Je suis aussi heureux d'annoncer la fin d'un grand projet. Je peux aussi annoncer la réalisation d'une réforme majeure dans l'aide étrangère. La secrétaire Rubio a souligné que l'Agence des États-Unis pour le développement international ne mènera plus de programme d'aide étrangère. Le département d'État assumera la direction de l'administration des programmes d'aide étrangère, avec une mission qui promeut directement nos intérêts nationaux, la responsabilité, la stratégie et l'efficacité. Merci, Tammy. Un représentant de la Maison-Blanche a informé nos collègues que l'administration Trump avait suspendu des livraisons d'armes à l'Ukraine. Quel a été le rôle du département d'État dans la suspension des livraisons d'armes? Et êtes-vous inquiète de l'avantage que cela donne aux Russes? Eh bien, traditionnellement, bien sûr. Je veux dire, notre domaine principal ici est la diplomatie. Nous ne prenons pas de décision concernant les livraisons d'armes ou la gestion des armements. La guerre verte. Pour ce type de décision, je vous conseille de vous adresser au ministère de la Défense. En même temps, il y a quelque chose que je peux vous dire à ce sujet.
Il reste, comme vous pouvez l'imaginer, à répéter que la priorité du président Trump est de mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine par un règlement négocié durable, en commençant par un cessez-le-feu immédiat. Et bien sûr, il convient de répéter que pour obtenir des informations supplémentaires concernant cette situation avec les armes, veuillez contacter le ministère de la Défense. Anna Kelly, porte-parole officielle de la Maison-Blanche, a aussi souligné « Cette décision a été prise afin de placer les intérêts de l'Amérique au premier plan. Après l'examen par le ministère de la Défense de notre soutien militaire et de l'aide apportée à d'autres pays à travers le monde. La puissance des forces armées des États-Unis reste hors de tout doute. Demandez simplement à l'Iran. Également, d'après la déclaration d'Elbridge Colby du 2, qui a eu lieu hier au ministère de la Défense, où le ministère de la Défense cite qu'il continue de fournir au président des options puissantes pour poursuivre l'aide militaire à l'Ukraine. En même temps, le ministère examine attentivement et adapte son approche pour atteindre cet objectif, tout en maintenant la préparation au combat des forces armées américaines pour les priorités de défense de l'administration. Puis-je poser rapidement une question sur le GKHFM? Le département d'État a annoncé la semaine dernière que vous aviez approuvé 30 millions de dollars. Est-ce qu'une partie de cet argent a déjà été allouée et si oui, combien? Cela a été entièrement approuvé, mais il n'a pas encore été distribué. Il existe un processus, comme vous pouvez l'imaginer dans un bâtiment, pour répartir tout financement. Et quand cela arrivera, je vous en informerai les premiers. Donc la question est restée sans réponse. Trump veut quelque chose de l'Ukraine et il montre qu'il faut réfléchir plus vite. Mais qu'est-ce qu'il veut? C'est comme une énigme, non? Trump veut qu'on arrête de tirer. Trump s'en fiche complètement. La frontière ira au sud du Donbass ou au nord, je ne sais pas, là-bas, près de Kharkiv. Il pense que ce sont les habitants de la région eux-mêmes qui doivent régler les problèmes régionaux. Si tu peux garder, garde. Si tu ne peux pas garder, ne garde pas. Entretiens des relations avec tes voisins et organisez des blocs. Je comprends que les Ukrainiens ne pensent pas de la même façon. Mais permettez-moi de vous demander, messieurs, est-ce important pour vous que le Congo et le Rwanda reviennent à leurs frontières d'il y a 30 ans? Ou bien cela vous est-il complètement égal de savoir à quelle distance de la rivière se tiendront les groupes armés rwandais? Et êtes-vous également prêt à envoyer de l'argent, des armes et vos enfants au Congo pour qu'on n'assassine pas de femmes enceintes au Rwanda? Dès que vous répondrez honnêtement à cette question précisément, pas à une question du genre « mais sont-ils une puissance nucléaire ?» Cela n'a aucune importance qui ils sont et ce qu'ils sont. Dès que vous admettrez honnêtement pour vous-même que vous vous fichez du Liban, de la Syrie, du Guatemala, du Bangladesh, du Tchad et des autres Ouganda, vous comprendrez que c'est exactement ce que ressent la majorité des Américains envers la Russie, la Pologne, la Tchéquie, la Biélorussie et l'Ukraine. Et maintenant, pour finir, Israël. Que l'Iran ait choisi de suspendre sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique à ce moment-là, que l'Iran ait décidé de suspendre sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique au moment même où il a la possibilité de changer de cap et de choisir la voie de la paix et de la prospérité. L'Iran doit coopérer pleinement sans plus aucun retard. Avant même de déconnecter votre téléphone, cela doit se poursuivre sans aucun retard. Avant l'opération militaire réussie des États-Unis, l'Iran accumulait un stock croissant d'uranium hautement enrichi pour lequel il n'y avait pas d'objectif pacifique convaincant et il était le seul État à produire de l'uranium hautement enrichi, jusqu'à 60%. N'ayant pas d'armes nucléaires, l'Iran doit se conformer pleinement à son accord de garantie tel qu'exigé dans le cadre de Dinyar. Cela inclut la fourniture à l'Agence internationale de l'énergie atomique des informations nécessaires pour clarifier et résoudre les questions de longue date concernant les matières nucléaires non déclarées en Iran, ainsi que l'octroi d'un accès illimité aux sites d'enrichissement récemment déclarés. Nous attendons avec impatience d'autres rapports détaillés de l'Agence internationale de l'énergie atomique à ce sujet. Il convient de le répéter car nous avons accompli d'énormes progrès grâce au leadership de Donald Trump. L'Iran ne peut pas
et n'aura pas d'armes nucléaires. Le président l'a dit à plusieurs reprises, la secrétaire d'État l'a répété à maintes reprises, nous l'avons répété depuis cette tribune. Et à ce stade, il est bien sûr inacceptable, une fois de plus, que l'Iran choisisse de suspendre sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Oui, Daphna, pour répondre à votre question. Merci. La dernière proposition de cessez-le-feu pour Gaza, dont Donald Trump a dit qu'Israël avait accepté, inclut-elle une disposition sur le retrait des troupes israéliennes de Gaza? Qu'est-ce que je vais faire? Le président en avait un, messieurs. Un message à ce sujet depuis la nuit dernière. Et je vais vous le lire pour l'enregistrer. Du président Donald Trump. Mes représentants ont eu une réunion longue et productive avec les Israéliens aujourd'hui au sujet de Gaza. Israël a accepté les conditions nécessaires pour conclure un cessez-le-feu de 60 jours, pendant lequel nous travaillerons avec tous les pays afin de mettre fin à la guerre. Les Qataris et les Égyptiens, qui ont beaucoup œuvré pour aider à parvenir à la paix, présenteront cette proposition finale. J'espère que, pour le bien du Moyen-Orient, le Hamas acceptera cette proposition, car il n'y en aura pas de meilleure, seulement de pire. Merci de votre attention à cette question. Voilà, c'est simple et clair. Nous, les États-Unis, avertissons. Nous repoussons la limite, nous avertissons à nouveau, mais il arrive un moment où même notre patience atteint ses limites. Et alors, ce dont nous vous avions averti, ce que nous vous avons proposé sera bien meilleur que ce que nous vous proposerons ensuite. Il vaut mieux accepter maintenant, notre offre va empirer de plus en plus. De plus, je pense que ce dialogue sur l'aide américaine aux pays, aux organisations et aux individus partout sur la planète va vous intéresser. Écoutez. J'aimerais vous interroger sur la cessation d'activité, sur la transformation au sein du département d'État d'une manière totalement différente. Selon le très respecté journal médical britannique, il a été responsable du sauvetage de 90 millions de vies en 2 décennies. C'est l'aide américaine qui en est responsable. Andrea, je vais vous corriger ici. L'Agence des États-Unis pour le développement international était un élément du gouvernement des États-Unis, distribuant les fonds des contribuables à travers le monde pour l'éducation et environnement, l'aide humanitaire et divers projets. C'était le gouvernement des États-Unis. Et il s'agit, lorsqu'on parle d'aide, non pas d'un département, mais de la nature de ce que ce gouvernement, sous différentes administrations, a approuvé. Gardons cela à l'esprit. Oui, s'il vous plaît, mais je le veux vraiment, ça mérite d'être corrigé. Et l'ancien président Bush, qui a été responsable avec une majorité bipartite au Congrès pendant de nombreuses années, a suggéré que le sauvetage de 25 millions de vies grâce aux antirétroviraux, tant pour le virus de l'immunodéficience humaine, SIDA, que pour la tuberculose. C'est ce que les employés, parce qu'il a envoyé cela aux employés dans une vidéo et a dit que vous devriez en être fiers et que Dieu vous bénisse tous pour ce que vous avez fait. Alors, je voulais juste vous demander, comment cela va-t-il être recréé? Parce que les secrétaires qui écrivent à ce sujet le décrivent comme étant du gaspillage et ne servant pas les objectifs des États-Unis dans des catégories larges. Et cela contredit ce que les républicains et les démocrates ont dit au Congrès pendant de nombreuses années. Eh bien, oui, c'est inévitablement devenu quelque chose de plus grand que ce qui était initialement prévu. Il y avait évidemment de très bonnes options et l'aide qui a été fournie et cette aide a été maintenue, mais ce que nous avons découvert s'est avéré inacceptable. Nous en avons discuté ouvertement depuis le début de l'administration de Donald Trump et du département d'État sous la direction de du secrétaire Rubio. C'est quoi? Je crois que je devrais redire que c'est du passé, des événements qui ont eu lieu auparavant. Certainement, l'aide qui a été apportée et qui était utile a été maintenue, et une autre aide qui ne correspondait pas aux priorités de l'Amérique ou à ce que l'administration Trump et le département d'État Rubio considéraient comme approprié ne l'a pas été. C'est pourquoi des mesures ont été prises à cet égard. Aussi, comme je le répète à plusieurs reprises, même si le mécanisme a changé, c'est parce qu'il a évolué.
Il est devenu incapable de fonctionner. Donc même l'audit était quelque chose de facile à faire. Il a été refusé d'autoriser l'audit. Au début de cette administration on avait l'impression que c'était une organisation indépendante, sans lien avec le gouvernement américain. Tout cela est absurde. Cela a conduit, oui, à des mesures décisives pour examiner, réévaluer et auditer cette organisation. Nous l'avons fait. Une partie importante de l'aide a été maintenue. Une partie importante a été suspendue ou complètement arrêtée. Cela s'inscrivait bien dans la nécessité de réformer le gouvernement dans son ensemble par le biais d'un décret présidentiel à ce sujet et de réaliser des économies. Je vais le répéter encore une fois. Samantha Power, la dernière directrice des États-Unis sous la dernière administration à la fin de l'année 2024, se plaignait dans ses déclarations publiques que lorsqu'elle avait commencé, seulement 7% des fonds d'aide destinés à divers projets et groupes atteignaient réellement leur destination prévue. C'est à cause de la bureaucratie et du grand nombre de sous-traitants. Et elle était fière d'avoir fait passer ce chiffre à 10%. Nous conviendrons tous que c'est inacceptable. Et même si le montant des fonds alloués est réduit, cela ne signifie pas que les services seront diminués. Ce que vous venez d'entendre, moi personnellement, ça me sidère. Le Congrès alloue de l'argent à un projet en Afghanistan ou au Mali. Le projet reçoit 10% des fonds alloués par les contribuables des États-Unis d'Amérique. Nous pensions, vous et moi, qu'ils volaient la moitié. Nous nous sommes trompés. Comme l'a dit Tammy, la dernière directrice se vantait qu'avant elle, on détournait 93% de tous les fonds alloués et qu'elle avait réduit le vol à 90%. À mon avis, c'est un exploit remarquable. Il faudrait simplement ériger une grande statue en ciment à cette directrice, à moins qu'elle n'ait déjà été liquidée pour en avoir trop su, la pauvre fille. Et pour finir, messieurs, vous trouverez ci-dessous un lien vers mon livre gratuit Capitalisme sans teint, un recueil d'histoires incroyables sur le sens de notre vie à tous. Celui qui la téléchargera gratuitement sera récompensé. Chaque jour, vous recevrez une vidéo de 10 minutes chaque matin avec des récits captivants, des questions, des énigmes, des histoires sur la façon de rendre votre vie heureuse, sur la façon d'améliorer votre vie. C'est gratuit aussi. Pourquoi gratuit? Parce que je suis très drôle et beau. Eh bien, c'est ce que je pense. Au revoir.